le roi de la clarinette. Radio Clarinette. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Clarinette. J'ai la chance de recevoir un immense clarinettiste qui vient de souffler ses 80 bougies et pour l'occasion, il a accepté de venir discuter avec moi et répondre à des tonnes de questions hyper embarrassantes où il va peut-être pas répondre, mais je vais tout faire pour essayer de lui tirer les verres du nez. On accueille Jacques Di Donato. Bonjour Jacques. Bonjour. Et merci Bonjour. beaucoup d'être avec moi pour ce petit moment d'échange. Je commence toutes mes interviews en demandant aux clarinettistes que je rencontre d'où ils viennent et à quel moment de leur enfance ils ont rencontré la clarinette et pourquoi ils ont soit eu un coup de cœur ou au moins comment ils se retrouvent avec une clarinette. Déjà, d'où viens-tu, Jacques, s'il te plaît ? Le parcours a été assez chaotique, tout simplement parce que mon père était musicien, coiffeur, jouait du saxophone ténor et du violon. Donc il y avait déjà une émulation vers les choses de la musique. Mais il disait un truc qui m'a marqué. Il pensait pas que je serais musicien un jour. Il aurait préféré que je sois boulanger, parce qu'il disait que tous les gens mangeront du pain. Ou mécanicien, parce qu'il y a des voitures qui auront besoin d'être réparées. Pour lui, c'était cette contrainte où il fallait assurer. Le pain ou la voiture, c'était tes deux options. La voiture. Et alors, comment la troisième option de la clarinette est arrivée ? Alors, la troisième option, elle n'est pas passée par la clarinette, elle est passée d'abord par la percussion, puisque du coup, mon père a monté un orchestre de bal, musette. Et dans cet orchestre, ma mère chantait, mon père jouait du violon et du sax, et moi je jouais de la batterie. Et il y avait d'autres musiciens. Tu m'obliges à sortir ça comme image d'archive tout de suite. Hein. Voilà, ça peut ressembler à ça. Ça ressemblait à ça ? Oui, fais voir. Voilà. Là, il se trouve que je joue du saxo. Donc c'est après l'étape percussion. La dame qui est là, c'est ma mère. Et le monsieur qui est là, c'est mon père. Il est là derrière. Donc c'était un orchestre conséquent quand même. Un très bel orchestre. Un très bel orchestre. Qui faisait... il était invité dans toutes les fêtes de la région. Et alors c'était où la région ? On a raté cette étape. La région, c'était Tu viens d'où ? l'Hérault et Béziers. D'accord. En particulier. Voilà d'où c'est parti. Donc alors, là, c'est la batterie directement ? Tu as dit percussion, c'est plus large que la batterie ? C'était la batterie, mais aussi avant, j'avais fait un petit peu de piano, mais j'ai oublié le piano. Après, ça a été le bal. Après, ça a été... Et un jour, mon père est venu avec un saxophone. Il me dit, tiens, apprends un saxo On a besoin soprano. d'un saxophone dans l'orchestre, faut que tu l'apprennes. Saxo soprano, qu'on appelait la carotte à l'époque. Bien sûr. Et bon, j'essaye. J'ai pas gardé un grand souvenir de ce moment, mais seulement une image. C'est en tout cas la première fois que tu souffles dans quelque chose. Première fois que je souffle dans quelque chose. Et puis, quelques temps après, il revient, il me dit, non, prends plutôt la clarinette, parce que quand tu joueras de la clarinette, c'est toujours plus facile de jouer du saxophone après. Très intelligent. Et il n'avait pas tout à fait tort. Voilà, là, donc, t'as quel âge ? Quand t'as quel âge à peu j'ai près quand... 12 ans. Ok. On avait fait des affiches, même j'avais 14 ans à ce moment-là. L'orchestre Fred Maury, il s'appelait comme ça, l'orchestre de mon papa, avec le plus jeune batteur de France, Jackie. Jackie, c'était ton surnom de batteur. Voilà. Excellent. Bon, ça n'avait pas un vif intérêt quand on y pense aujourd'hui, mais, si on replace ça dans le contexte, c'est assez étonnant et drôle. Ouais. Et alors la clarinette, une fois que tu l'as rencontrée, tu la gardes et tu la quittes plus ? Oui, je la garde et je la quitte plus. Il y avait un professeur à Béziers de clarinette qui m'a pris, qui a accepté de me faire travailler. Et là, tout de suite, c'est la clarinette classique ? Oui, c'était la clarinette classique, mais il n'a jamais fait une note devant moi. D'accord. Il ouvrait sa boîte, comme ça, avec du velours vert. Elle était propre, une belle clarinette toute brillante, et il me faisait voir ça. Il la montait, et il ne jouait pas de notes, il faisait... dans le tuyau. Sans le bec. Oui, et je me rappelle de ça. C'est ce qui m'a aidé à poursuivre, enfin
à acquérir une certaine image du souffle qui pénétrait dans l'instrument. Donc ça me poursuit encore aujourd'hui, cette chose qui... T'as gardé cette image depuis ce moment-là. Cette image, et physiquement aussi. Voilà, donc il m'a fait travailler. Après, comme beaucoup de gens à cet âge-là qui commençaient la musique, nous sommes allés dans les harmonies municipales. Toujours dans l'Hérault. Toujours dans l'Hérault. Bon, ça c'était une formation tout à fait inespérée, puisqu'on jouait à côté de papy qui était à la retraite, qui connaissait bien leur carton. Ouais. Et puis il y en a qui disaient, mais t'inquiète pas, tu joues les 2 premières mesures, les 3e mesures, et puis un jour tu vas jouer la ligne entière, et puis comme ça tu vas apprendre. Enfin là, on apprenait comme ça de façon... progressive dans l'harmonie, c'est ça, et encadré en plus, c'est ça qui est assez génial dans les orchestres d'harmonie. Tout ça. Et un répertoire très varié, j'imagine. Oui, tout à fait varié, et voilà, des gens ont mesuré les difficultés qu'on allait rencontrer si on voulait un petit peu évoluer dans cette harmonie. Alors j'anticipe peut-être ma question, mais à quel moment arrive le déclencheur pour dire que ça peut être un métier? Justement, cette 3e option, ni boulanger ni mécanicien. Là, t'as ta clarinette. Je suis un peu trop tôt dans l'histoire ou ça arrive assez vite? Ça suit comme ça. Bon, peut-être on oublie quelque chose, mais ensuite je rencontre Joseph Marquis, professeur de clarinette à Montpellier, où bon, qu'est-ce qui s'est passé à Béziers? Il y a eu des concours, le royaume de la musique, toutes ces petites interventions de solistes qui font que, au fur et à mesure, tu t'enrichis et on peut imaginer que tu peux aller dans un conservatoire avec des cours et des professeurs plus riches de leur enseignement. Ouais. Donc je rencontre cet homme, M. Combas, et il avait une allure incroyable. Il était grand comme ça, avec une cape noire, un chapeau comme ça, ouais, très impressionnant, sa boîte sous le truc. Déjà cette image, ça m'a toujours poursuivi. Je me disais, mais quel homme! Un charisme, quoi. Un charisme étonnant, bouleversant. Alors, je l'ai laissé faire. Et puis, à un moment, il vient l'idée d'aller dans une autre école, au conservatoire. Parce que là, c'était l'école de musique municipale. D'accord, il y avait les deux. On passe de là au conservatoire à Montpellier. Là, je rencontre Joseph Marquis, brillant clarinettiste, professeur là. Et je travaille avec lui. Je joue les choses avec lui. Première fois que j'entends le professeur jouer à côté de moi. Ça fait un choc, enfin ça fait un choc. Et le fait qu'il joue avec moi, ça transformait l'idée du son que je pouvais me faire. Parce que si je jouais tout seul, on pouvait entendre toutes les brisures du son. Et dès qu'il jouait avec moi, tout ça, ça s'arrangeait. Ça donnait un son commun qui, progressivement, est devenu le mien. Sûrement, j'ai été influencé par ça. Je travaille avec Joseph Marquis, et lui, un technicien de la clarinette, un mécanicien de la clarinette, un créateur de systèmes de clarinette. Enfin, il était multitâche, multitâche. 100% clarinette. 1000%. 1000% clarinette. J'ai jamais vu quelqu'un aussi. Il a travaillé ici pour la maison un moment. Il avait des propositions. Voilà. Il a donné son nom à un système. Oui. Que beaucoup de clarinettistes au moins connaissent au moins le nom, même si on ne sait pas exactement comment ça marche. Le système Marquis dans l'histoire de la clarinette existe. Il est dans l'histoire de la clarinette. N'est pas anecdotique. Ouais. Voilà où on en est. On en est à Montpellier. Où tu vas passer du coup tes médailles, les médailles, félicitations du jury, machin. Et commence. Et un jour, j'annonce la nouvelle à mon père. Et je lui dis, je voudrais faire que de la musique. Ça se passe assez mal. Aïe, aïe, aïe. Très, très mal. Finalement, conseil de famille. Convoqué. Voilà, parce que tous les ans, j'allais en vacances chez un oncle. Après les concours, les examens de Montpellier, j'allais passer les vacances. Donc, conseil de famille. Et on en arrive au point où on va essayer. Ça semble un bon compromis quand même. Voilà. Essayons. Il sera toujours temps d'aller réparer des voitures ou de faire du pain. Absolument. Et c'était pire encore des fois la réflexion, c'est ça ou la mine.
Ouh. Donc on me mettait devant un truc. Mais ça met une petite pression intéressante dans le travail. Oui. Et puis en même temps, ça crée une espèce de désir, un défi par rapport à la famille qui dit non et l'artiste, futur artiste qui dit oui, qui ne sait pas où il est. Alors, on essaye. Donc là, tu es toujours à Montpellier, au Conservatoire de Montpellier, et tu te lances encore plus dans le travail de la clarinette. Voilà. Et déjà à cette époque-là, j'ai formé un grand orchestre. Dans l'Hérault? Dans le conservatoire. Un big band, une sorte de big band aléatoire. Aléatoire. C'est des petits souvenirs qui surgissent comme ça. Et là, à un moment, on passe les concours, on arrive au bout de Montpellier, et on prépare quelle est la sortie de tout ça. Quelle est la suite logique à tout ça? Voilà, c'est le CNSM. De Paris. Plus que le CNSM, au départ, c'était il faut aller ailleurs. Alors il y avait deux possibilités ailleurs, c'est travailler avec le maître incontesté de la clarinette à cette époque-là, Ulysse Delécluze, soit rentrer au conservatoire de Versailles, où il y avait Henri Dionnet, un homme absolument extraordinaire, un philosophe, d'une intelligence rare, d'une simplicité absolument bouleversante. Et là, je m'aperçois que c'est avec lui que je veux travailler. T'as l'occasion de rencontrer les deux pour faire ce choix, oui, c'est ça? À un moment, t'as un échange, un cours avec les deux? Voilà, j'ai rencontré d'un côté un humain charmant et délicieux. Et d'un autre quelqu'un de plus rigide. Voilà, c'est gentiment dit. Voilà. Évidemment, il faut aller voir la rigidité, si on veut avoir un crédit pour rentrer au conservatoire. Voilà, donc il s'est passé plein de choses. Ouais. Positive, négative, positive, négative. Tout ça, ça a construit chez moi quelque chose. Je continue toujours à travailler avec Henri Dionnet, qui était soliste à l'opéra. Ouais. Et je passe le concours une fois, deux fois, et puis 3 fois, je suis reçu. Pour les plus jeunes et pour situer, le CNSM à l'époque était rue de Madrid. Voilà. Historiquement rue de Madrid. C'est ça. Et déjà, c'est un pas de géant. Le petit garçon, le fils de coiffeur, dont les fréquentations étaient plutôt dans la rue, voir fabriquer du pain, faire marcher des autos, et puis qui se retrouve clarinettiste élève au CNSM supérieur de Paris. C'est beau. C'est déjà un moment fort. Voilà, donc on reste là, ça se poursuit, il y a des choses bien, moins bien. C'est 1 an à l'époque aussi pour resituer cette année avec Ulysse Delécluze. Ça dure une année complète? Ça dure plus? Oui, pour certains, moi ça a duré 2 ans. 2 ans. Voilà, d'autres 1 an. Mais chez le clarinettiste c'était plutôt 2 ans il me semble, enfin faudrait enquêter pour ça. Alors, l'anecdote c'est que le concours de fin d'année arrive. Donc j'en suis à la 2e année, je passe les détails... les aléas de la vie de la classe d'Ulysse Delécluze. Voilà. Ça pourrait être dédié à une émission complète, ça. On pourrait en faire tout un... Oui. On va rester sur le positif. On pourrait inviter un régiment de clarinettistes pour voir leurs sentiments. Ben, on va en rester, restons positifs. Tout à fait. Alors, il y avait un petit cadeau pour celui qui serait le premier nommé. Par Ulysse Delécluze lui-même. Oui, parce que il avait ses chouchous. Je ne sais pas si on peut dire tout ça, mais on peut dire tout ça. On nomme personne déjà. Voilà. Et puis c'est une histoire importante. Celui qui était premier nommé, félicitations du jury, il avait droit à ça. Donc il savait qui devait avoir lieu. Mais manque de bol, c'est moi. Ah. Et alors t'étais pas son chouchou? Non. Pas du tout. Pas du tout. Même l'inverse? Rien. Est-ce que t'as quand même eu le droit au cadeau? Oui, obligé. C'est beau. Je me souviens plus ce que c'était comme cadeau, mais je me souviens du geste. Et du sourire qu'il y a là. Oui, et ça a dû être un cataclysme qui s'est déclenché sur lui. Voilà, tout ça pour dire que ça s'était bien passé dans l'ensemble. Dans la classe. Et alors en parallèle de ça, donc là tu es venu t'installer à Paris, hein, tu vis à Paris, tu fais pas les allers-rets avec Montpellier. Non, je suis chez un oncle
Et alors ta vie parisienne, la vie parisienne de cette époque-là, musicalement, à part travailler Weber, Debussy, Mozart et toutes les autres études et tout ça au conservatoire, qu'est-ce que tu fais toi en dehors? Quelle est ta vie parisienne musicale? De tout temps, ça a été comme une ambivalence permanente entre la musique que je jouais, qui était celle du classique, et celle que j'entendais ailleurs, où j'avais toujours envie de taper sur quelque chose, d'improviser quelque chose, tout ça d'instinct. Et ça m'a toujours poursuivi. Mais à fur et à mesure que la pratique de la clarinette se développait, évidemment, on m'entendait, on disait « Tiens, tu veux pas aller faire ça dans un studio ?» Donc c'est comme ça qu'on est devenu, entre parenthèses, des requins de studio, avec Bernard Lubat, que j'ai rencontré à ce moment-là au CNSM, c'est la première fois qu'on se voit, et il me dit « T'improvises ? Ouais, viens avec moi, on va improviser. » Et il fallait quasiment se cacher pour improviser, pour ne pas risquer d'être sanctionné. C'était interdit, c'était extrêmement mal vu. C'était très mal vu. Improviser, voire même jouer d'un autre instrument. Parce que là, le saxophone est revenu grandement dans ta vie. Après l'épisode du soprano, on est passé sur d'autres modèles. D'autres modèles, d'autres musiques qui évoluaient en fonction de mes capacités, puis en fonction de ce que je rencontrais ailleurs. Parce que le travail du studio, c'est arrivé à 9h, à 9h30, à 9h, tu as un morceau, à 9h30, il est enregistré, à 10h moins le quart, tu en as un autre, et tout ça. Et ainsi de suite. Il fallait assurer, on n'avait pas de temps. Et il fallait passer de la clarinette à la clarinette basse, au sax baryton, au ténor. À la flûte. À la flûte aussi. Oui. Ah ouais, incroyable. Et donc... il fallait une période de studio, ça durait 3 heures. Ah quand oui. c'était fini, pam, tu prenais ta voiture, tu allais dans un autre studio, enchaîner un autre. Voilà. Et puis le soir, tu rentrais pas à la maison, tu allais soit au Casino de Paris, soit à l'Olympia, soit aux Folies Bergères. Rien que ça. Pour accompagner qui? Pour jouer avec qui? Des noms comme ça Voilà, Isa Minnelli, Brel, enfin tous ces grands du moment. Il y avait des émissions, le palmarès de la chanson à l'époque. C'était une très belle émission de variété, donc on pouvait nous apercevoir à l'image, ou pas être, je sais pas moi, comme Michel Legrand, Demoiselle Rochefort. T'as un coup de cœur, un souvenir marquant, un artiste que t'as accompagné qui t'a touché plus particulièrement? Bon, j'aimais bien les Reggiani, des gens comme ça qui étaient perpétuellement dans l'émotion, quoi. Qui était influencé par les poèmes de Prévert. Ça, donc ça touche. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. Voilà, puis il y a une suite, c'est très joli. C'est très beau. Ta vie parisienne, elle dure combien de temps jusqu'à l'époque? Moi de ce que je connais de toi, tu as été clarinettiste solo de l'orchestre de Radio France, donc ça c'est à Paris. Ça arrive à quel moment ça? Et qu'est-ce qui se passe avant que ça arrive? Ou avant ça, il s'est tout passé. Et ben voilà, moi je ne connais absolument pas toutes ces choses-là. Il y a la compagnie du bas, il y a le free jazz, il s'en passe des choses. Le quatuor de saxophone. Et là, tu laisses du coup pas mal tomber le classique une fois que tu as quitté le CNSM ou tu continues à en faire en studio? Je continuais. D'accord. J'arrivais à maintenir. Tu mixais toujours, c'était toujours. J'arrivais à maintenir le niveau, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il faut dire que j'ai pas le même désir, le même souhait de rencontre. Donc ça a une influence sur un contexte, disons, de maîtrise parfaite, à un autre où ce n'est pas de l'aléatoire, mais c'est presque de la rencontre, c'est du temps réel comme ça où les choses se construisent. D'accord. Donc chacun dispose de la technique qu'il peut utiliser et le fait avec beaucoup de brillance. Est-ce qu'il y a des projets en particulier dont tu voudrais parler justement avant cet épisode à la radio? Un groupe marquant, quelque chose qui t'a aidé énormément à te développer C'était la compagnie du bas. D'accord. Raconte-nous, la parce que moi je ne connais pas du tout. C'était un groupe de Bernard Lubat. Bernard Lubat, bien sûr. Percussionniste qui était au CNSM, qui arrivait dans l'époque free jazz, où on sentait que les choses se libéraient. Libérer, ça ne veut pas dire qu'on faisait n'importe quoi. J'ai bien compris.
Mais il y avait même si ça pouvait ressembler à n'importe quoi des fois, oui. Ce n'était pas n'importe quoi. Ce n'était pas n'importe quoi, parce que bon, sur la scène, il y avait des gens qui pratiquaient, il y avait une écoute permanente, il y avait action, réaction, ça œuvrait. Hein, ça partait de là, et puis ça se construisait. Dès qu'il y avait des débris, ben, on laissait les choses passer, se nourrir de ce silence pour rebondir quelque part. Donc, là, très bien dit. C'est une grande époque, ça, où chacun de nous a pu se libérer totalement. Alors c'était intéressant pour nous parce que nous qui venions de l'institution parfaite, c'était d'autant plus libérateur. Voilà. Et quand j'étais au Filard... Vous étiez que tous les deux dans ce groupe, du coup? Non. Vous étiez nombreux? Oui. Il y avait Patrick Osier, il y avait Jean-Louis Chotin, déjà, il y avait toute une équipe de... À géométrie variable ou c'était un groupe Il pouvait être à géométrie variable, mais sans trop varier. D'accord. Ça restait quand même un noyau dur et stable. Très dur. Ok. Et qui a duré longtemps? C'est un groupe qui a... Oui, il a duré pas mal. On pourrait même qu'il existe encore. Il existe encore, il n'y aurait pas de raison que ça... Parce que l'UCEST musical, donc, qui a donné... C'est Luba qui a donné naissance à l'UCEST musical. On a fêté la 45e année cette année. Ah, c'est beau. Donc, un festival qui dure une semaine, tout ça. Donc, c'est un festival qui s'est enrichi, qui s'est construit, qui tient, qui milite, ouais. Il y a de l'action musicale de tout niveau, de tout bord. Il y a des conférences de tout niveau, de tout bord. Rien n'est laissé au hasard. C'est très beau, très beau projet. C'est un lieu à visiter. Si je peux me permettre de te conseiller, visite-le un jour. C'est noté, avec plaisir. Oui. Avec grand plaisir. On en reparlera de ça. À quel moment tu as eu des envies du coup de plus plonger dans la musique classique? Tu as fait d'autres concours avant la radio ou comment tu développes tous ces beaux projets, free jazz, improvisation? Il y a eu un moment, j'ai préparé le concours à la radio. À la radio. C'était le premier que tu préparais. Voilà, et je me suis dit, si tu te prépares, c'est pour l'avoir. Tu rentres. Ça, c'est quand même beau. Voilà. Alors, comment on prépare ça? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir comment on fait pour du premier coup. J'ai essayé tout simplement de prendre le répertoire de la clarinette et de le jouer encore mieux sur la basse. Wow. Ça, c'était... ça, c'est un beau conseil, c'était mon objectif. Tout ce que je jouais là, je dois être capable de le jouer. Donc finalement, sa capacité à t'épanouir est non pas violente, mais riche, où tu peux aller puiser. Et puis tout d'un coup, tu as une oreille critique, tu as un corps qui recherche cette énergie, cette sensation, cette émotion, ce besoin... Il y a peut-être un morceau d'ego quelque part, hein, sûrement pour aider à... Il en faut, de toute façon, il en faut. Si tu fais pas partie des meilleurs, c'est pas la peine. C'est le papa qui dit ça. Et voilà. Le papa, là, il est rassuré sur ta réussite dans la troisième voie. Là où il est, je pense qu'il est... Non, mais à ce moment-là, quand il y a toutes ces choses-là qui arrivent, t'es quand même... Mais ce qu'il souhaitait, lui, c'est que je rentre à la garde publicitaire. La garde publicitaire, ça leur fera plaisir. À la garde républicaine, alors qu'elle est la garde républicaine. Et voilà. C'est l'uniforme, il voulait te voir en uniforme? Peut-être, ou la sécurité d'emploi, ou le prestige, parce que la garde républicaine, quand même, sur le plan national, ça représente... Et l'international, bien sûr. Ça représente quelque chose. Mais à la Radio France, on est quand même pas mal aussi sur... Oui, mais... Ah, il y a un mais. Il fallait mesurer 1m70. Pour la garde républicaine. Donc, déjà... Raté. Et moi, j'étais plutôt heureux. J'ai dit merci. Merci pour ma taille qui m'empêche de faire la garde républicaine. Aujourd'hui, je me plains du contraire. Je dis, putain, tu m'aurais mis 10 cm de plus. Bon. Voilà. Pas de garde républicaine, du studio, des rencontres... le métier, quoi, comme on dit. On dit toujours, comme on dit, le métier, exactement. Voilà, et puis, comme on faisait pas mal de choses, on gagnait pas mal de sous, quoi. Et on dépensait beaucoup de sous. Dans quoi? Dans les albums, dans acheter des livres? Non, c'était moins intéressant que ça. C'était s'acheter une paire de chaussures quand on voulait, un costume, changer de voiture, prendre une BMW... Voilà, c'était nous qui venions d'un peu de
pas dire la pauvreté, mais de milieu modeste, hein, on peut très le dire, modeste. bien sûr. Tout d'un coup, avoir ses sous et pouvoir s'acheter une belle voiture comme ça, voilà. Combien de temps t'es resté à la radio, du coup, après 12 ans. 12 ans. Et alors, 12 ans à la radio, qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce qu'on s'y plaît? Qu'est-ce que ça change dans ta vie musicale? Si ça change quelque chose, bien sûr. Déjà, le premier jour où je suis arrivé pour faire la série, les gens m'ont félicité. Ouais, bravo, super, ça. T'as arrêté de faire du bastringue. Ça met dans des conditions. Premier mot comme ça. Bon. Retour dans une institution. Voilà, j'entends pas. Je sais où je suis. Oui. J'attends rien de ce côté-là. Je suis à ce moment-là assez heureux d'avoir réussi ce concours. Premier concert, une petite symphonie, concerto de Schumann pour piano et orchestre. Et là, j'écoute ça, c'est super beau. Et les autres clarinettistes, ça va être à nous. Ah oui, d'accord. J'arrivais pas à lire la partition qu'elle avait à jouer et vraiment écouter. Tellement j'étais partagé à ce moment-là. Donc il a fallu vraiment que je m'accroche parce qu'il faut savoir que à l'orchestre, toute erreur est fatale. Est exclue. Ah ouais. Il n'est même pas question d'avoir un tremblement ou un truc qui grelotte. Donc déjà, ça prend ça. Après, il y a eu une symphonie de Schubert, je ne sais plus laquelle, mais qui est longue. Et voilà, on finit le concert, ça se passe très très bien. Hein. Et il y a quelqu'un qui me dit, alors ce premier concert? J'ai dit, ouais, c'était vachement bien, la première partie, tout ça, mais la symphonie Schubert, ça fait mal au cul, quoi. Parce que c'est ton premier, oui. C'est ta première réaction après ta première série à la radio. Voilà. C'est vrai, j'ai ça. Je dis, putain, mais il faut s'accrocher, mais c'est quand même tendu, toi, c'est délicat. Ah bah oui. Là, et puis ça dure, il y a des reprises, machin, tu reviens, tu repars, tu reprends le thème. Ça. Bon. C'est une réflexion un peu. Moi j'adore. Idiote, mais que j'ai bien aimé. Ça c'est sûr. Que j'aime encore. Alors, en même temps que le filage, je faisais tout le reste. T'avais encore le temps et t'arrivais à... Le quatuor de saxophone dont on faisait les tournées, je posais beaucoup de... Tu continuais le bastringue, comme ils auraient dit à la radio. Mais il y a eu une chose intéressante pour l'orchestre philharmonique, c'est que à la radio, il y avait l'orchestre national, l'orchestre de musique de chambre, l'orchestre de lyrique, le philharmonique, et puis je sais plus quoi. Il y a un moment, tout ça s'est déconstruit. On a gardé l'orchestre philharmonique. Il y a beaucoup d'éléments des autres orchestres qui ont été intégrés au philharmonique. Donc c'est devenu le nouvel orchestre philharmonique, ça s'est appelé. Et là où il y avait la possibilité de faire du lyrique, du symphonique, des découvertes contemporaines. Ouais, création et tout ça. Ouais. Donc, avec tout cet orchestre, on pouvait tout faire. Donc moi, j'étais souvent dans le petit groupe de musique contemporaine, mais quand il y avait les grosses formations, les Wagner ou les gros opéras, évidemment, on était tous là. Ouais. Voilà ce petit moment qui m'a interrogé. Et là, je continue, je posais Cogé sans solde, je vais faire mes concerts avec le quatuor de saxophone, on jouait beaucoup à ce moment-là. Voilà, jusqu'au jour où je m'entendais pas du tout avec le chef qui était là à ce moment-là. On va pas dire le nom. Si des gens veulent le retrouver, ça sera pas dur à retrouver, donc on n'a pas besoin de le dire. Voilà. Et je posais Cogé sans solde pour une belle tournée dans les îles, un peu partout. Avec le quatuor de saxophone. Oui. Et là, on me dit non, vos congés sans solde sont supprimés. J'ai dit, mais comment ça? Moi, j'ai donné. J'ai un engagement. J'ai des engagements ailleurs. Mais dit non. Alors, je ne sais plus pourquoi. L'orchestre était totalement réquisitionné. Tout le monde. Ouais, je ne sais pas si c'était pour faire l'intégrale des symphonies de Beethoven ou autre chose. Mais enfin, j'ai un vague souvenir de ce moment-là. Par contre, en ce qui me concerne, j'ai demandé un congé sans solde. Elle me dit non, ça n'existe pas. Je dis écoutez, je vais aller au Conseil d'État voir.
Et puis redescendre, il me dit oui, c'est possible. Bon, déjà. Ah, déjà. Après, j'ai dit, ben voilà, je voudrais déposer un congé sans solde. Il me dit, ah oui, mais on peut vous le donner, mais c'est nous qui allons décider quand. J'ai dit, je regrette, moi, j'ai besoin de cette période. Enfin, tu vois, il y a un petit... Ça commence à se tendre un peu, quoi. Ça se tend un petit peu, à tel point que je redescends, et là, j'écris ma lettre de démission. Ah, direct, le jour même. Direct. Sans réflexion, sans rien. Et donc, t'es remonté la déposer, merci, au revoir. Je peux pas, si je veux continuer où je suis, je peux pas être prisonnier de ça. Je monte ma lettre, je dis, écoutez, à partir de telle date, vous allez considérer que je suis démissionnaire. C'est dans le cadre de la loi. Tout va bien. Et voilà. Donc ça, c'est au bout de 12 ans, tu as quitté la radio. Alors, sur cet épisode du Quatuor de saxophone. Mais entre-temps... Est-ce que la tournée dans les îles était belle au moins? Oh, c'était magnifique. Ah, voilà, il y a quand même... Musicalement, humainement, et puis il fait chaud, c'est beau, t'es en t-shirt, tu fais la musique dans la rue. Ah, c'était un quatuor à géométrie variable quand même. Hein. Et alors, si je veux parler un peu de pédagogie, est-ce que tu enseignais déjà à ce moment-là? J'ai toujours enseigné. Tu as toujours enseigné? Ouais, j'ai voulu... Même déjà dans l'héros et tout ça? Oui, c'est un volet qu'on aborde. Capable de transmettre, tu as transmis? Oui, j'ai toujours aimé. Et donc, tu as commencé dans des écoles de musique, des cours particuliers? Quoi que ce soit, j'aime enseigner. Que ce soit du tennis de table ou du foot, comme je faisais à l'époque. Ok, à Paris, tu avais plutôt des élèves en cours particuliers? Tu as eu des classes Non, ici? j'étais au conservatoire de Montpellier, de Ville d'Avray. De Ville d'Avray. Ça va me revenir. Pas de souci, mais... Et alors, Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye à côté. Voilà, donc j'ai fait Saint-Germain-en-Laye. Non, j'ai fait d'abord des cours dans le 4e arrondissement. Après, on m'a entendu, on m'a dit, tu veux pas venir occuper la classe là-bas à Saint-Germain. Saint-Germain. Ensuite, j'ai fait un concert, le Quatuor pour la fin du temps. Il y avait le directeur de Ville d'Avray qui était là. Il me dit, ah, ça t'intéresserait pas de venir de faire des cours de clarinette? J'ai dit, oui, mais tu as le CA? Ouais, j'avais passé le CA aussi. Ah, parfait. Donc voilà, à cette époque-là, j'avais ce qu'il fallait. Et ça te plaisait? Ça a toujours été quelque chose, la pédagogie, qui te motive, qui t'anime? Il y a eu deux choses. Il y a eu celle de la sécurité d'emploi. Bien sûr. Et celle d'enseigner. Alors, quand j'étais à l'orchestre, 12 ans, il y a un moment, j'ai acheté une maison dans la Nièvre. Et quand j'ai eu fini de la payer, c'était du bonheur parce qu'enfin, je pouvais aller habiter dans ta maison. Dans ma maison, dans la campagne, et voir les saisons défiler comme ça, ce que je ressens encore aujourd'hui. Donc, ces petites choses de sentiment, de glisser vers autre chose qui m'attirait. C'est plutôt beau, c'est même très beau. Voilà, ça me nourrit encore et je suis très heureux là où je suis, même si je fais beaucoup moins de choses. Mais les choses que je fais, qui ont rapport à la musique ou à l'art ou au geste ou à la peinture, sont toujours là avec le même désir, mais avec beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus de siestes. Ah, ça c'est bien. Et tu prends le temps de faire les choses que tu as envie de faire. Voilà, tu cours pas après le temps. Non, c'est fini ça. Et surtout, il y a des moments où je ne fais rien. Et tu le fais bien. Je le fais bien. C'est important. Voilà. Pour revenir un tout petit peu à la pédagogie, tu es évidemment connu de beaucoup de clarinettistes comme professeur au CNSM de Lyon. À quel moment ça arrive ça? Et comment tu accueilles cette nouvelle, cette demande? Tu avais déjà quitté la radio quand tu as commencé au CNSM? Non, j'ai C'était en même temps? les deux postes pendant un moment. D'accord. Quand Gilbert m'a nommé. Il fallait... Comment il se passe ce coup de fil? Bonjour, est-ce que vous voulez être professeur au CNSM de Lyon? Ça semble naturel? Ça semble naturel comme ça. Ah bah, c'est plutôt bien. Et le rapport avec Gilbert Ami se fait tranquillement. Il fallait une transition, je suis là. La transition se fait, et puis après, il se titularise. Après, j'ai dû être surveillé. Et voilà. Est-ce qu'on change sa manière d'enseigner à ce niveau-là? Vu que toi, tu as du coup, comme tu me dis, que tu as connu les jeunes élèves, tu as connu un peu tous les niveaux. Là, on arrive à un niveau CNSM.
Est-ce qu'on aborde ça différemment? Qu'est-ce qu'on leur apporte? C'est très particulier parce qu'il y en a certains qui quittent leur foyer, leurs parents, leurs sœurs, leurs frères. Tu connais bien pour l'avoir vécu. Voilà, un couple qui divorce et ses enfants arrivent, ils sont reçus et soit ils sont mineurs, soit ils sont juste à la limite de l'adolescence. Et je suis parti du principe que les gens qui rentraient, ils jouaient très très bien de la clarinette. Sinon, aussi bien que moi, s'il fallait le démontrer. Donc tout ça, ça m'a laissé beaucoup de place pour le reste, pour être plus attentif à leur façon de vivre, comment ils voyaient le rapport à l'instrument, tu vois, vraiment se contraindre à répondre à toutes les questions que moi je me suis posées et leur transmettre cette joie d'enseigner. Parce que pour moi, je crois que c'est 23 ans. T'es resté 23 ans au CNSM de Lyon? J'ai adoré ça. Pas une seule fois, je me suis dit, ah bon, il faut reprendre la voiture et y aller, non. Pas une seule fois. Et... Parce que tu étais dans la Nièvre et tu allais donner tous tes cours depuis cette belle maison de la Nièvre. Oui, et puis franchement, j'adore ça. Même si j'ai quelqu'un devant moi qui touche un ballon, j'ai dit, fais comme ça, regarde, essaye. J'ai toujours envie de transmettre quelque chose. Tu leur parlais de quoi si tu leur parlais pas de clarinette à tes élèves? Je vais répondre avant toi à cette question, parce que moi j'ai eu la chance de t'avoir un tout petit peu comme professeur à Courchevel en stage il y a quelques années. J'étais barqué de ma campagne limousine, et je me rappelle du premier cours que j'ai fait avec toi qui m'avait énormément marqué. Je jouais Claire de Donatoni, pas une pièce des plus faciles dans le répertoire de la clarinette. Et pendant tout le cours, tu m'as parlé de ping-pong et de karaté. Oui. Et c'était un cours génialissime. Et c'était assez incroyable. Et j'ai plus jamais joué Claire de Donatoni de la même manière, sans t'entendre dans un coin de ma tête me montrer des positions de karaté en fonction de ce que je jouais. Donc toi, qu'est-ce que tu leur racontes ça aux élèves, mais quoi d'autre? Ça n'a pas changé. Le karaté à mon niveau, bien entendu, je l'ai vécu quotidiennement, quasiment. Un très bon niveau pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et aujourd'hui, tu arrives à quelle ceinture, Jacques, pour les gens qui connaissent? Deuxième dan. Donc ceinture noire, deuxième dan, voilà, pour les néophytes. J'ai présenté la troisième dan, mais un kata, c'est un ensemble de techniques enchaînées, et je me suis retrouvé à l'envers. Au lieu de me retrouver face au jury à la fin du kata, je me suis retrouvé dos au jury. Aïe. Et ça n'a pas plu. Forcément. Voilà. Donc, j'ai continué, je continue encore à faire mes mouvements, j'essaie de dompter mon corps compte tenu de l'état dans lequel il est maintenant. Le tennis de table, j'en fais toujours. J'ai pas un grand niveau. Hein. Oh, alors j'ai croisé pas mal de personnes qui m'ont dit que tu avais quand même un niveau je sais jouer, extrêmement correct, voire plus. Pas le niveau de Sébastien. Non. Mais ça va, je peux faire des parties. Je trouve, entre le karaté et le tennis de table, comment on peut dire? Une connivence, des points de rencontre. Des points de rencontre qui sont absolument identiques, mais surtout qui conviennent parfaitement à notre pratique de la musique. Le geste, le rapport à l'instrument, comment savourer cet instant particulier du son que tu vas émettre, qu'est-ce qu'il raconte, toi, jamais même si tu fais un bruit comme ça, il doit avoir du sens, il doit être analysé, il peut être conquis ou rejeté. Ça dépend des moments de notre état. J'ai fait du foot en compétition pendant 30 ans. J'étais dans un club, etc. J'ai adoré ce sport. Pourquoi? C'était déjà un peu violent parfois, mais c'est cette proportion de solidarité qu'il pouvait y avoir. Le respect des joueurs, le beau geste. Et de l'adversaire. Et le travail collectif, là, tout d'un coup, parce que tout le reste, c'est individuel. Le karaté. Ouais, là, le foot, tu rentres dans une dimension très collective. Au moment où tu reçois un ballon, tu dois savoir déjà ce que tu vas en faire. Et c'est comme l'impro. Au moment où tu mets un son, ceux qui sont avec toi, soit c'est l'accapare, soit le rejet, soit vont ailleurs, soit une autre proposition, etc. La musique improvisée, ça fonctionne comme ça. C'est ce que j'appelle la composition en temps réel. Elle ne peut pas fonctionner autrement que ça. Donc, ça veut dire que c'est très sensuel. Hein? C'est très bien expliqué. Voilà.
cette part de soi qui est à la disposition de soi-même. C'est beau. Et Tu pour vois. avoir croisé beaucoup de tes anciens élèves, ils ont tous pris une part de ces choses-là et c'est assez chouette. Quand le mois prochain, ils vont revenir à la maison, 3 ou 4, pour fêter l'anniversaire. Voilà, mais, moi c'était Nicolas, voilà, et là peut-être aujourd'hui il y aura Florent. Peut-être. Oui. Ça ne peut... Parce que tu as collaboré avec beaucoup de tes élèves après. Ah oui, dans ton enseignement au CNSM, pendant ces 23 ans, oui. Ça a déclenché des collaborations assez grandes, hein, même très importantes dans ta carrière et dans leur carrière à eux. Et tu continues d'ailleurs, comme tu le dis, encore à collaborer avec certains. J'ai oublié quelque chose d'hyper important. Quand j'étais à Ville d'Avray, il y a un garçon que je ne connaissais pas, qui s'appelle Xavier Charles, qui souhaitait travailler avec moi. Je lui disais, oh, je ne sais pas si c'est possible, etc. Je ne sais pas si c'est possible, etc. Et puis finalement, ça a été possible. Donc, on s'est rencontrés dans un échange extrêmement particulier, très riche. À tel point que on est devenu, non plus un professeur et un élève, mais on est devenu très, comment dirais-je, complices. C'est un très bon mot. Voilà, et on s'est dit, mais si on crée quelque chose, on oublie le conservatoire et on crée quelque chose. Et là, on a créé un quintet. À l'époque, il s'appelait Quintet Jacques Di Donato, mais bon, c'est pas ce que je souhaitais, mais c'était comme ça à ce moment-là. Et on a fait des concerts, deux clarinettes, une basse, Éric Echampard, Claude Chamichian, enfin que des gens qui jouaient. Ça jouait pas mal. Pas mal. Ouais, on a fait ce quintet qui a fait beaucoup de quintets. Donc, depuis, avec Xavier, on s'est quasiment plus quitté. Il y a un moment, il a eu besoin d'aller voir d'autres musiciens rencontrés, ce qui peut arriver à tout le monde, d'aller s'épanouir un peu ailleurs, de revenir, de repartir, voilà. Ça, c'est Xavier. Avec le talent qu'on lui reconnaît et qu'il a, c'était facile et c'est toujours facile de travailler avec lui. On a fait plusieurs disques ensemble, Système Friche 1, Système Friche 2, c'est des grands orchestres de 15 musiciens. Notre duo aussi, on a beaucoup de choses ensemble. Et lui, il a beaucoup de choses magnifiques ailleurs avec les rencontres qu'il a fait. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup nourri et il me semble que j'ai un peu aidé aussi. C'est plutôt bien, c'est tout le sens du mot que tu as utilisé de complice. La complicité, c'est la réciprocité dans cet échange, quoi. C'est assez incroyable. Tu me soulèves une question dans ce que tu viens de dire. Combien tu as fait de CD, Jacques? La discographie de Jacques Di Donato a plus ou moins 10. C'est énorme, hein. Plus de 20, 30, je sais pas. Où il y a des choses aussi complètement anonymes, où la participation est discrète, mais prouvée. C'est bon, ça a été attesté, quoi. Il y a encore un autre sujet, je vais parler d'un tout autre sujet qui m'intéresse aussi moi beaucoup. On est chez Henri Selmer Paris là pour enregistrer cette vidéo, cette interview, et il se trouve que tu as une relation particulière avec Henri Selmer Paris, puisque tu fais partie des rares musiciens, des rares clarinettistes à avoir développé un instrument, à avoir travaillé en collaboration avec Selmer pour créer un instrument. Comment ça arrive? C'est déjà... je vais partir de plus loin, tu as connu la place d'Ancourt. Alors ça me fascine, moi. Pour ceux qui ne savent pas, la place d'Ancourt, c'est la place historique où Henri Selmer Paris a commencé dans le 18e. C'était comment la place d'Ancourt? C'est le berceau de pas mal de gens. Même, je vais dire, de Selmer, peut-être. Ah ben complètement. Moment, hein. Et le nôtre, en particulier, c'était le fief du lys de l'Écluse. Ah oui. Donc... c'est là que tu venais le voir, tu venais le rencontrer pour les cours et tout ça? Voilà. Parce que tout le monde nous avait conseillé, si vous voulez rentrer un jour au CNSM, il faut aller quand même travailler avec le prof. Et donc là, ça naît une relation avec Selmer qui ne s'est jamais arrêtée depuis cette époque-là. Donc, tu as toujours été proche de la maison? Toujours. Et alors comment ça arrive ce moment où on se dit, tiens, il faut un nouveau modèle chez Henri Selmer. Jacques, est-ce que tu veux le développer? Pour arriver à ça, il faut déjà être dans l'intimité des gens. C'est-à-dire, c'était pas que professionnel, c'était... amical, non? Voilà. On peut utiliser ce mot. Très, très, très amical. Parce que... avant, il y a eu
des petites affichettes. Jacques Di Donato joue sur instrument Selmer. C'est le moment où on était des requins. Ouais, des beaux posters, il y a des posters voilà, magnifiques des de choses ça. comme ça. Que sûrement plein de profs ont encore dans leur salle de cours. Hein. Plein d'essais, plein de choses interloquantes, beaucoup de choses sensibles qui nous mettaient côté fragile dans la démarche, jusqu'au jour où l'amitié avec Patrick était extrêmement profonde. Bon, enfin, c'est ce que j'en retiens. Et à partir de là, on était très amis. Il n'est jamais venu chez moi, je ne suis jamais allé chez lui. Mais là, on sentait qu'il y avait une fébrilité très positive. Et c'est ça qui a amené à cette idée de créer un instrument. Voilà. Comment tu as abordé ça? Alors après, peut-être un peu plus techniquement, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on développe un nouvel instrument? Qu'est-ce qu'on fait? Si je me souviens bien, j'avais Jérôme qui était là. Bien sûr, qui était en charge du développement. Qui était en charge du développement. Et puis un autre monsieur, un ingénieur, mais j'ai oublié le nom. C'est un temps où je n'étais pas du tout là, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Donc ces amitiés, cette relation avec Brigitte aussi, tout ça, moi j'ai toujours eu l'impression que je faisais partie de la famille, quelque part. Hein. Impression confirmée, voilà, c'est sûr. J'étais pas Dido qui arrivait avec son pseudo-talent. Moi, ce qui m'intéressait, comme partout ailleurs, comme dans tous les groupes que je fais, ou ceux que je gère aujourd'hui, c'est lié à ça. Un lien familial, hein, c'est un beau mot aussi. Il faut que j'épouse la plupart des musiciens, musiciennes avec qui je joue. Et là, tout devient possible. Parce que c'est le moment où je me sécurise et que je deviens plus libre. T'es en confiance, plus et c'est là que ça téméraire peut... en même temps. Je ne suis pas un voyou, mais j'aime provoquer des choses comme ça, un peu des choses de la rue, quoi. Ou le vrai free jazz très hard, où personne ne comprend rien à part ceux qui le jouent. Tu vas pas te faire que des copains, là. Non. Et alors cette signature, qu'est-ce que tu y amènes, qu'est-ce que tu cherches? Il me semble bien, il faudrait retrouver, mais par rapport à la récitale, que les gens ont trouvé trop grosse. Impression qui existe trop toujours, lourd. On va pas se mentir. Alors que pour moi, c'est l'instrument le plus... Enfin, je connais pas la nouvelle gamme. Hein. Pour moi, pendant un temps, ça a toujours été l'instrument que j'ai aimé jouer. D'ailleurs, quand je jouais les quintettes, toutes ces choses comme ça, j'utilisais toujours la récitale en clarinette en la. Toujours. On s'est dit, ben, elle est plus grosse, elle est plus lourde, ben, il faut qu'on la fasse plus légère, etc. Donc on garde l'esprit de la récitale au niveau des cheminées qui montaient, tout ça, et on va faire un corps qui va être plus accessible, où le poids sera moins... créer des conséquences négatives. Voilà, c'est venu comme ça. Donc on a fait ce travail, on a mené des choses, un peu de la justesse, tout ça, parce que effectivement, dès qu'on touche à quelque chose, évidemment, ça dérègle tout. Ça part en chaîne et c'était pas évident. Donc il fallait déjà l'émission, cette émission que j'aime bien et qui retenait un petit peu, où tu vois, il y avait pour moi une sorte de résistance que j'aime bien quand je joue. Ben c'est ce qui faisait ce volume sonore très particulier qu'on m'a donné et que j'ai toujours quand je souffle dans la clarinette. Un peu moins aujourd'hui, mais... mais c'est toujours ce vers quoi tu tends et ce que tu recherches. Voilà. Dans tout cas, si je joue de la basse où je suis plus libre, c'est ça. C'est d'abord... On en revient à ce qu'on disait au début, ce que tu disais au début. Cette image. Exactement, de cet qui est homme. Toujours là. Voilà, donc à partir du moment où il y a une petite réparation, des équilibres, il faut rallonger ça, non, c'est pas bien, etc. Après, c'est ingénieurs, c'est les techniciens qui ont fait ça. Nous, on proposait l'idée, là, c'est pourquoi on a une retenue, pourquoi l'équilibre d'un instrument n'est pas parfait, bon, on essaie ceci, cela. Donc, ça fait beaucoup d'essais, beaucoup de travail. Je suppose que pour les nouveaux instruments, c'est la même chose. Donc, moi, je suis pas un technicien, mais en même temps, j'avais des avis plutôt d'interprète, de la qualité du son, l'homogénéité du son, la facilité du son, même s'il y a une retenue, tu vois, tous ces paramètres qui font que la clarinette a un son. Alors,
est-ce que c'est le son qu'il faut? En tous les cas, à cette époque-là, c'est le son qu'on a choisi et elle est partie. Apparemment, elle continue à se vendre. Ah, c'est quand même assez incroyable, c'est qu'il est quand même très rare dans l'histoire de la lutherie, mais on peut parler que de Selmer, qu'un instrument 25 ans plus tard plaise toujours autant, oui. soit toujours choisi par des musiciens dans le monde entier, soit toujours joué par des grands solistes dans des très grands orchestres internationaux. Donc oui, c'est qu'a priori le travail n'a pas été trop mal fait. Hein, de la même manière que la récitale, ces deux clarinettes, la signature en fait partie, existe toujours. C'est beau. Et puis pour dire que tous ceux qui prennent la succession de ça, rien n'est définitif, on n'est pas à l'abri d'erreurs, etc. Mais que si d'autres prennent le relais, c'est pour améliorer. Comme toi, tu as fait à partir de la récitale, beaucoup le font à partir de la signature et d'autres instruments. Et puis il y avait l'histoire de la prologue aussi, bien sûr. Qui était une clarinette d'études, mais qui était déjà d'un niveau extraordinaire. Oui. Donc, ceux qui ont pris la suite de la prologue, et ils ont fait une bonne affaire. Finalement. C'est sûr, ils sont partis sur une base extrêmement saine. Oui. On se demandait d'ailleurs pourquoi c'est un instrument d'étude. C'est vrai, c'était une remarque qu'on entendait, qu'on entendait et qu'on entend des fois encore pour en parler. Maintenant, tu joues toujours de la clarinette? Ta clarinette, elle est pas au fond du placard, hein, rassure-nous. Non, mais elle va toujours bien. J'en joue moins, ouais. Beaucoup moins. J'ai plus envie de jouer du drums. J'ai entendu dire que tu avais une batterie au milieu de ton salon. Voilà, il y en a partout, dans les granges. C'est vrai? T'en as partout? Ouais. Et j'aime cet instrument parce que quand j'étais tout gosse, en écoutant la radio, on n'avait pas la téloche, hein, il y avait des trucs à la radio. Je faisais des trucs comme ça rigolos, et puis on me dit mais il aime ça ce garçon, quoi. Ah bah parfait. C'est pour ça. Donc ça t'a jamais quitté la batterie non plus? Non, jamais quitté. D'ailleurs, si mon père... il a fait une réflexion terrible à un moment. Il me dit, maintenant, ça suffit la batterie, il faut que tu apprennes un vrai instrument. Oh, celle-là, elle est dure, celle-là. Celle-là, elle est dure. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. Ça fera plaisir au batteur. Et voilà, donc à partir de là, j'ai interdiction de jouer de la batterie. Ah, t'as été... Quasiment, oui. Quand j'étais dans le salon des femmes, je travaillais ma clarinette. Dès qu'il entendait que j'arrêtais, il montait voir ce qui se passait. Et ça se passait pas toujours bien. Aïe. C'était l'éducation de l'époque. C'est ça. Et ça pas simple. Ça n'a pas donné des mauvais résultats non plus. Maintenant, c'est certain, oui. Oui, en ce qui te concerne, c'est plutôt bien. Donc là, maintenant, dans les groupes que tu as encore et les collaborations, tu vas plutôt faire de la batterie. Là, j'ai envie, oui. C'est quoi tes projets actuels? Un peu de promotion, un peu de publicité, fais-nous. Qu'est-ce qu'on peut écouter là de Jacques Di Donato actuel? Il y a Aou qui est sorti, que j'ai donné ici. Très beau CD. Un CD qui a été fait comme ça, à la faveur, ou l'infaveur, je sais pas si on dit ça, du Covid. Oui. Qui nous permet d'aller. Et puis on a enregistré les morceaux. J'ai dit tiens, c'est pas mal, on pouvait travailler comme ça. Qu'est-ce qu'est la formation? Pour les gens qui ne connaissent pas du tout. C'est d'abord, ça part d'un duo. Dido à la batterie, clarinette, et Christian Maes, un accordéoniste du pays, qui jouait le trad, mais qui s'est investi dans les transformations du son, etc. D'accord. Donc on peut imaginer que par moment c'est un guitariste qui joue, etc. Ah, incroyable. Voilà, l'album s'appelle Silex? Non. C'est pas celui-là? Non. Alors tu vois, je mélange tout, c'est bien qu'on fasse un point. Ah oui, ça s'appelle. Ouais. Et alors Silex, c'est un autre projet que tu as fait pendant le confinement, non? Oui. Silex, c'est avec Xavier en duo. Ah ben voilà, avec Xavier. Et pour faire le système Frisch 2, c'est ce qu'on avait fait pour le 1. Enfin, j'explique après. Pardon, vas-y, restons sur... on était sur... Eh bien, avec Christian, on a enregistré des choses, des tourneries, des machins, tout ça. On a fait un disque en duo. Voilà. Et après, on s'est dit, tiens, si on invitait sur tel morceau, ça serait bien d'inviter Isabelle, par exemple. À un moment, j'ai fait un truc de guitare, ça fait... Tu vois, elle est comme ça, elle chante. Et alors, c'est une devinette pour toi. Oula. Donc, il y avait la guitare, et elle qui chante. À ton avis, il s'appelle comment ce morceau? Oh là. Il faut avoir une culture cinématographique westérienne pour trouver le titre. Ah ouais, là c'est dur.
Il y a un très beau western qui s'appelle Johnny Guitar. Ah bah oui. Voilà, et j'ai appelé ce morceau Johnny. Johnny. Donc ça n'a rien à voir avec Johnny Hallyday, pour les gens qui auraient pu s'imaginer. Non, ça n'a aucun rapport. C'est Johnny Guitar. Les westerns. Très beau western, j'adore les westerns. Excellent. Voilà, ça, c'est un des projets du confinement qu'on peut Donc, retrouver, écouter Isabelle, sur les différentes plateformes et tout ça. Fabrice Charles, le frère de Xavier, qui joue du trombone magnifiquement. Il y a Nicolas, qui est invité. Nicolas, on peut citer son nom de famille. Najot. Voilà, parce que... baryton ou doudou, il fait les deux. Et Franz Oettinger, le copain à l'époque d'Isabelle, qui est trompettiste. D'accord. Donc quelques morceaux, on les a invités. Et le dernier morceau qui s'appelle Aou. Aou, c'est le cri des manifestants, des Black Blocs. Ah oui. On entend légèrement à la fin du disque. Okay. C'est une longue développement d'improvisation très complexe, peut-être un peu dérangeant. Un peu tendu, mais voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un disque qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dernièrement? Donc moi je parlais de Silex, c'est le dernier que j'ai écouté. Oui, Silex, on a fait ça. C'est un disque en duo, live, qu'on a fait à la radio chez Anne Montaron. Et puis il y en a plein d'autres que j'ai fait, qui sont des duos, Nicolas, Najot et moi à la batterie. Lui joue du bâton. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Pas de clarinette, hein. 2 clarinettistes qui font un album, et ils font un album sans clarinette. C'est important aussi, et c'est beau. Sans clarinette. C'est bien, il faut aussi changer comme ça. On avait fait Brahma. Ah bah bien sûr, Brahma. Voilà, on n'a pas tout réussi, mais enfin... En trio, Brahma. Oui, en trio. Qui était le troisième? Florent. Je sais bien, mais je te laisse le dire, moi. Oui, Florent Pugila pour les intimes. Guitariste absolument merveilleux. Voilà, pas une seule note de clarinette dans ce trio de clarinettistes déjantés et incroyable. Pas une seule. Seulement dans un festival, une année, on a dit on va jouer la pièce de Stravinsky. Donc un seul qui jouait les Stravinsky et les autres batteries... Non, on a arrêté... à un moment, et on a dit... À l'unisson, les trois? Ouais, mais moi j'improvisais autour. Voilà, il y a quand même un truc bizarre qui allait arriver quelque part. Et puis après, c'est... Joli. Ça se permettait, comme ça, les gens, ils étaient sidérés, ils voient 3 mecs qui, tout d'un coup, maîtrisent un instrument mieux que ceux qui sont en train de jouer. Et ils ne voulaient pas du tout voir ça. Et puis, et ils se prennent du Stravinsky dans la tête. On improvise là-dessus, tu vois. Et on se prend ça. Ce concert, ça a été magnifique. Hein. C'était banlieue bleue. Ah oui. Bon, pour te dire, toi, les choses qui sont... Sûr, et là, on a fait pour ceux qui ne connaissent pas Brahma, moi, je recommande fortement d'écouter, découvrir ça. Et puis, tu as Transhumance. Ah, ça, je connais pas. Et voilà, j'apprends des choses. 2 batteurs. D'accord. Dont toi, j'imagine. Roméo Montero. Batteur, percussionniste. Lui, c'est son instrument de base. Ouais, musique indienne. Exactement. Il sort du CNSM aussi. Grand batteur. Le deuxième batteur, c'est moi. Grand batteur aussi. Ensuite, Fabrice Charles et Nicolas. J'ai tout dit. Donc, on appelait ça transhumance. Tu vois, la transhumance, c'est tous ces animaux qui montent là-haut et qui redescendent après. Ça. Et aussi Languison Quartet. Languison Quartet, c'est un petit rue à truite qui passe tout près de chez moi. C'est génial. Où tu vas pêcher toi-même. J'ai pêché à une époque. Ouais. Mais là maintenant je pêche plutôt dans les étangs. Dans les étangs. Voilà, et puis d'autres, plein d'autres qui sont là, qui ont été enregistrés il y a quelques temps, mais beaucoup de choses enregistrées. Je ne vais pas dire que tout me plaît. Mais ça fait partie parfois, de la vie je ne réécoute pas ce que j'ai fait. C'est propre à beaucoup de musiciens de ne pas réécouter ce qu'ils ont enregistré. À tous les cas, c'était et c'est encore une... on a fait une chose tout à fait extraordinaire, c'est le radeau de la Méduse. Alors là, avec Nicolas... Encore lui. Ouais. Tant mieux. Simon... Il nous faut des noms de famille, là, Jacques. Je cherche. Ah, mince, je croyais que tu voulais faire du secret. Non. Simon Enoch, guitare. Isabelle, qui dit les textes sur le radeau de la Méduse, c'est des textes absolument terribles. Et là, ça pulse bien. Ouais. Et moi, je suis à la batterie.
c'est un des beaux projets qu'on a fait, ça. Ça, c'est très bien. Très beau projet. Ça fait pas mal de choses à écouter voilà. Et c'est top. Oui, tout ça c'est top, tout ce que je te dis. Pour terminer cette émission, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et c'est vraiment passionnant, on pourrait, comme avec beaucoup de gens avec qui j'ai le plaisir d'échanger, passer 1 heure de plus, voire faire 10 interviews, et ça serait tout aussi passionnant. Je termine aussi pour te demander, qu'est-ce que tu dirais, un petit conseil relativement court, à la jeune génération de musiciens, de clarinettistes, mais pas que, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces jeunes qui veulent se lancer dans le métier que tu fais, toi, depuis de nombreuses années? Qu'est-ce qu'il faut garder dans un coin de sa tête? Peut-être se reconstituer soi-même. J'entends par là avoir de la patience, savoir où on met les pieds et pourquoi, et surtout faire les bons choix dans le développement de ses propres idées. Et même si les influences sont bonnes, il y a toujours un moment, et tout à fait incontournable, où il faut redevenir soi-même avec sa musique. Voilà. C'est la classe comme conseil. Merci beaucoup, Jacques. J'ai une toute petite dernière question pour terminer avec un peu de légèreté. Tu sais faire du pain et tu sais réparer des voitures ou pas? Pas du tout. Aucun des deux? Rien? Même pendant le confinement, t'as pas appris à faire du pain? Ma compagne, Annick, sait faire du pain. Mais toi, non. Et réparer une voiture, si je tombe en panne, je t'appelle pas. Non. Bon, bah écoute, en tout cas, la clarinette et la musique en général et tout le reste, merci pour tout. Merci pour tous tes élèves, tes collaborations. Et merci d'avoir pris le temps d'échanger et de nous raconter tout ça. Ouais, mais je suis sensible à ton invitation. Et on va aller trinquer dans pas longtemps, là. Hein. Les gens, on le dira pas, mais... Ils vont arriver. Ouais, ils sont peut-être déjà là. Non, peut-être pas, là, il est encore un peu tôt, mais, oui. mais ça devrait pas tarder. Zut. Merci encore, Jacques. Jusqu'à l'heure de jouer au domino.